Fashion Revolution, qu'est-ce que c'est? Je vous l'expliquerai tout à l'heure plus en détail, mais c'est une ONG internationale qui est déployée dans 80 pays, et notre travail principal, c'est les droits humains en fait. On est né après l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013, donc il y a 11 ans maintenant. Le Rana Plaza, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le Titanic de la mode, comme ça marque bien les esprits. C'est 1138 morts, 2500 blessés dans une usine de confection de 7 étages qui s'est écroulée presque du jour au lendemain. Il y avait des petits signes quand même de lézardes dans les murs. Depuis quelque temps, les ouvrières avaient alerté, mais les contremaîtres les ont obligés à aller travailler, et évidemment le bâtiment a fini par s'effondrer sur tous ces gens. Ces gens, et quand je dis des gens, c'est surtout des femmes et des jeunes femmes, puisque dans l'industrie textile, on sait qu'il y a 80% de femmes jeunes qui commencent à travailler parfois à l'âge de 12 ans, 13 ans, et qui en général travaillent 10 ans, et au bout de 10 ans, elles sont tellement fatiguées qu'elles sont remplacées par la génération suivante. Fashion Revolution, c'est aussi un travail sur la toxicité dans les vêtements, c'est aussi avec les hashtags Who Made My Clothes pour qui a fabriqué mes vêtements, What's in my clothes pour... ce sont des hashtags en anglais, parce qu'en fait l'ONG vient d'Angleterre. Et puis c'est le langage international aujourd'hui. Donc What's in my clothes, qu'est-ce qu'il y a dans mes vêtements? Et nous en France on a rajouté What's in my home, parce que le textile c'est aussi l'ameublement, la décoration, et évidemment c'est les mêmes conditions de travail. Aujourd'hui avec la fast déco qui prend le relais de la fast fashion dans les marques qu'on connaît bien et qu'on ne citera pas aujourd'hui pour ne pas leur faire trop de publicité. Alors j'ai amené Pierre Condamine avec moi pour qu'on vous raconte un petit peu ce qu'on fait ensemble avec la coalition de 8 ONG et associations en France. On s'est rassemblés en fait autour de nos sujets différents lors du Black Friday de l'année dernière, pour essayer de lutter contre cette fast fashion qui est délétère et qui détruit l'environnement, la biodiversité, les ouvriers et les consommateurs que nous sommes tous, évidemment bien sûr parce que les vêtements sont toxiques. Donc Pierre est chargé de la surconsommation chez les Amis de la Terre. Tu vas peut-être prendre mon relais, expliquer ce que c'est que cette coalition, puisque c'est toi qui es à l'initiative. Très bien. Il marche le micro ou pas? Oui. Ouais, ok, super. Et bonjour tout le monde. Donc en effet, je m'appelle Pierre Condamine et je travaille en tant que chargé de campagne surproduction et surconsommation au sein des Amis de la Terre. Donc à la base, c'est une association vraiment environnementale et qui effectue un travail sur la surproduction. Donc l'idée que pour énormément de biens, on surproduit. On produit plus que les limites planétaires, on produit plus que les besoins des individus. Et c'est un travail qu'on fait sur plusieurs secteurs. Mais depuis quelques temps, on se concentre sur l'industrie textile, qui est vraiment, je pense, on va dire le secteur le plus représentatif de cette surproduction, de cette surconsommation, qui s'accompagne d'impacts énormes sur l'environnement, sur les droits humains, sur les droits sociaux. Et donc, on a pour objectif d'arriver à une baisse de la production de vêtements au niveau mondial, et donc de réduire les impacts environnementaux et sociaux qui y sont associés. Et de fait, on a commencé à essayer de réunir plusieurs acteurs autour de cette cause, parce que évidemment l'aspect environnement est très important, mais il n'y a pas que ça. Et on a aussi vu qu'il y avait plusieurs associations en France qui étaient positionnées sur le sujet avec des angles différents, et on a essayé en fait tout simplement de les rassembler. Donc on est 8 associations comme l'a dit Catherine. Nous, les Amis de la Terre, on a une posture, on va dire, plus environnementale, même si s'attaquer à la surproduction, c'est l'environnement, le social, les droits humains. Zero Waste France a aussi une approche environnementale. Fashion Revolution, évidemment, plus un angle sur les droits humains. ActionAid aussi. On a aussi Emmaüs France, par exemple, qui représente aussi une autre
un autre aspect, on va dire, de cette lutte contre la fast fashion. Et en fait, on s'est réunis, notamment pour le Black Friday, pour faire une action commune, une mobilisation commune pour demander à avoir des lois qui encadrent ce système de surproduction, qui encadrent la fast fashion. Et voilà, c'était un peu une tentative d'un moment de se réunir ensemble autour de cette cause. Et en fait, ça en est suivi, c'est la preuve que ça a bien marché ce qu'on a fait. La loi fast fashion, je suppose que tout le monde ici on a entendu parler, sur laquelle les 8 associations s'est mobilisées très fortement sur les réseaux sociaux, faire de la mobilisation, de mobilisation politique, interpeller les députés, interpeller les politiques, le gouvernement. On a aussi fait un travail de plaidoyer très fort, d'amendements, vraiment proposer des amendements à l'Assemblée nationale. Et on arrive aussi, aujourd'hui en tout cas, avec une loi qui est très bonne sur le papier, qui a des failles, ou plus que des failles, on va dire un périmètre d'application qui n'est pas clair, qui devrait être précisé par la suite, mais qui pourrait vraiment, si elle est mise en place, c'est une vraie interdiction de la publicité, une pénalité financière de toutes les enseignes de la mode, pas seulement les grands méchants qu'on ne citera pas aujourd'hui, qui pourrait vraiment changer le système. Et donc voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre, mais si on a eu ça, c'est parce que je pense qu'on était 8 associations, on va dire un collectif soudé qui représente différents angles et qui ont réussi à parler d'une seule voix. Donc je pense qu'on est assez fiers, toutes les associations qui étaient là, d'avoir contribué à ça. Mais c'est pas fini, c'était un vote à l'Assemblée nationale, donc il y a aussi un vote qui va avoir lieu au Sénat normalement en juin, même si on n'a rien de concret. C'est une loi qui va aussi être très dépendante de l'affichage environnemental pour les produits textiles qui est en cours. Voilà, donc je ne sais pas si je peux faire un appel à mobilisation, mais autour de Fashion Revolution qui est très impliqué là-dedans, là, c'est possible de se mobiliser, d'autant plus que et j'arrête après. On a eu cette victoire parce que je pense les lobbies de ces grandes méchantes enseignes n'étaient pas mobilisés. Et je pense qu'elles commencent à comprendre que ça risque de changer les choses pour elles. Et on les voit de plus en plus dans les médias commencer à dire que cette loi ne se trompe de cible, n'est pas conforme avec les lois européennes ou amène, on va dire, un millefeuille administratif qui est trop dur pour les entreprises. Enfin, un peu, voilà. Toutes ces techniques de lobby économique qu'on connaît, qui est de retarder, de diminuer l'ambition, et donc on aura besoin de force, je pense, peut-être plus en mai-juin, lorsque ça sera au Sénat, que pendant le discours, enfin pendant le passage à l'Assemblée nationale. Voilà, je m'arrête là, et on compte sur vous, sur nous ensemble. Merci Pierre, merci. Alors, pour commencer cette série de conférences, série de 2 conférences quand même, on va peut-être commencer à passer les diapos, s'il te plaît, Paul. Donc voilà, là c'est l'image du Rana Plaza le jour de son effondrement. On va passer vite parce que je sais que cette image, elle n'a pas... les ouvriers bangladais, les syndicats bangladais ne souhaitent pas qu'on s'apesantisse sur cette image. Fashion Revolution, nos valeurs, c'est simple, hein, c'est... sustainability, alors en anglais ça reste mieux que durabilité. Durabilité, ça ne suffit plus. Transition écologique, ça ne suffit plus. Je pense qu'aujourd'hui, ce mot de sustainability, moi je le remplacerai par régénérer la mode, régénérer les écosystèmes, régénérer les sols et régénérer le tissu social qui est en perte de vitesse un peu partout dans le monde. Évidemment la transparence, la mondialité du mouvement. La mondialité, je ne sais pas si c'était très, très français comme mot. La justice, la collaboration et l'éducation, ça c'est vraiment tous les piliers et toutes les choses qu'on met en place pour justement lutter contre ces chiffres absolument abominables que vous pouvez voir là. Plus de 500 000 Ouïghours, on sait que c'est 5 millions en fait, hein, donc voilà. Ça, c'est extrait du livre qu'on a publié il y a 2 ans dans la collection Fake or Not de Tana. 12 000 tonnes de pesticides pulvérisés sur les champs de coton de la planète. On ne porte que 2 tiers de nos vêtements.
qu'un tiers de nos vêtements, pardon. Les 2 tiers de nos vêtements sont chimiques, artificiels ou synthétiques. Enfin, des chiffres comme ça, c'est vrai que ça pèse un peu sur nos cœurs et nos consciences. Donc on passe. Et on arrive aux déchets, hein, parce qu'on est la civilisation du déchet. Donc je ne vais pas m'apesantir. J'avais plutôt aujourd'hui envie d'élever un petit peu le débat, d'apporter un peu de beauté, d'artistique dans tout ça. Et donc j'ai intitulé cette table ronde Brodeuse et crocheteuse d'art, la révolution douce. Alors la révolution douce, vous allez me dire, bah, c'est un oxymore, mais non, c'est pas vraiment un oxymore. Et on a besoin de révolution, mais on a besoin de révolution en douceur. Donc je vais présenter mes intervenantes. Ici, Kaline Manding, Virginie, Edith Laplane, à côté Aurélia Gualdo, qui n'est pas brodeuse ni crocheteuse, mais qui est anthropologue et qui a fait sa thèse qui est parue l'année dernière. Tu l'as passée l'année dernière, tu l'as soutenue l'année dernière, sur la réparation nécessaire à ce monde. Et Sophie Hinard, qui elle crochette et emballe des éléments de sport avec la technique du crochet, et donc souvent des images un peu violentes, mais du coup adoucies par cette petite couverture et enveloppe de laine. Alors, on va commencer par Kaline Manding, Virginie. Kaline Manding, c'est le nom de sa marque. Alors, moi, j'ai choisi un peu dans ses œuvres des choses qui sont un peu symptomatiques. Mais Kaline, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et comment tu es arrivée à la réparation? Déjà, j'aime bien le terme de révolution douce parce qu'elle est un peu longue à faire, notre révolution, de prendre conscience du monde dans lequel on vit, parce qu'on est abreuvé d'images, de pubs, de choses. Et en effet, moi, je pense que j'ai toujours été manuelle, voilà, artistique. C'était un peu l'espace à moi dans ma vie. Voilà, on parlait de la chambre à soi, de l'espace à soi, de l'activité à soi. Et puis, petit à petit, bah, on se rend compte, voilà, plus j'ai brodé, voilà, peut-être une activité un peu méditative aussi. On prend le temps de penser, on prend le temps de lire des choses, de découvrir des choses. On prend le temps de redécouvrir des anciennes techniques, de voir comment les gens vivaient avant, comment les gens réparaient, utilisaient les choses avant. Et plus ça allait, plus voilà, l'engagement est venu aussi par là, parce qu'on se rend compte que bah, les femmes, on est à la fois la cible de cette société de consommation et on est à la fois les victimes, parce qu'on produit dans les usines, on produit. Donc on est doublement piégés par ça. Donc c'est vrai que ma broderie prend de plus en plus voilà, un caractère engagé, à la fois dans la réparation, dans l'upcycling et à la fois dans le féminisme aussi, la réflexion sur ce qu'est être femme dans une société, qu'est-ce que les travaux de bonne femme. Voilà, donc voilà, pour résumer un petit peu. Donc, alors là, on a ouais. quatre de tes œuvres, c'est très réducteur, parce que vous allez voir sur son Instagram. Nous sommes les filles des sorcières que vous avez brûlées. Voilà. Ça, c'est la phrase. C'est ça. J'écris beaucoup les manifestations, donc voilà, c'est la sorcière, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc c'est infini. J'aime en fait j'avais fait un peu dans des moments de reconversion professionnelle des formations de broderie d'art, j'y ai pas trouvé mon compte. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse porter. Voilà, la broderie, qu'on n'ait pas peur justement de la laver, de la mettre en machine, de frotter nos vêtements. J'aime bien qu'on se réapproprie ces choses aussi, ces choses artistiques. J'aime bien qu'on porte aussi nos valeurs sur nous, qu'on le montre, voilà, on marche dans la rue et on porte un certain message sur nous aussi. Bon, bah après, évidemment, Explode. Choose well, make it last. C'est quand même. C'est moins mais mieux. Voilà, ça a été quelque chose. Et puis ouais, je lis beaucoup, alors je brode beaucoup les textes que je lis, j'ai besoin de m'en imprégner, les chansons que j'écoute, donc en ce moment c'est beaucoup ça aussi. Et puis un petit peu aussi réfléchir voilà, sur notre société, les images qu'on nous propose,
qu'on nous vend parfois comme étant féministes, qui ne le sont pas, voilà, de réfléchir, de détourner aussi des images ou des choses aussi, des publicités. Donc oui, ça va de plus en plus dans cette... Je te remercie, on reviendra un petit peu on ira plus en profondeur. La prochaine slide, s'il te plaît, Paul. Alors, Edith Laplane. Alors, Edith, elle a un parcours très, très intéressant. Je te laisse te présenter, Edith. Tu veux que je dise tout? Je dis tout. Je dis tout. Donc, j'ai une pratique artistique, on va dire, depuis 17-20 ans. Avant, je faisais un peu comme on fait quand on est créatif et qu'on n'a pas le temps et qu'on a des familles, des boulots, donc je faisais un peu avec toujours cette envie de faire, mais bon. Et puis j'avais un travail qui était prenant, mais que j'arrivais quand même pas mal à gérer, qui était médecin spécialiste en gynécologie. Donc je le dis parce que ça imprègne totalement mon travail, et je pense que c'est pour ça que Catherine voulait que j'intervienne et aussi voulait que je le dise. C'est vrai que pendant longtemps, quand vous êtes médecin, on ne prend absolument pas au sérieux comme artiste. On ne vous prend pas au sérieux comme médecin non plus, parce que vous êtes artiste. Hein. Mais enfin, ça fait son chemin quand même chez ceux qui entendent ça et qui comprennent ça. Et ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des enfants assez tôt pendant mes études. Et donc, ils ont quand même, enfin la chance, c'est une semi-chance, mais ils ont quitté la maison assez tôt aussi. Et donc, j'ai pu vivre ma vie que j'ai pas vécu jeune, je l'ai vécu plus tard avec l'expérience de l'écoute des femmes, l'expérience des vies de femmes, l'expérience de tous ces cas rencontrés et qui m'inspire énormément, bien sûr, parce qu'il y a ma propre vie et puis il y a la vie des autres que je traduis un peu dans ce que je fais, enfin que je traduis beaucoup dans ce que je fais. Alors la première de mes colères, ça a été d'entendre appeler la vulve le vagin, hein, par les anglo-saxons, par tout le monde. Et je me suis demandé pourquoi on parlait de la vulve, on ne disait pas son nom, puisqu'elle avait un nom, même en anglais, hein, partout, elle a un nom. Et beaucoup de surnoms. Et donc, je me suis un peu penchée sur cette histoire, et puis je me suis rendu compte qu'en réalité, il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de la mutilation génitale, mais linguistique. C'est-à-dire qu'à ne pas parler de la vulve, à faire passer la vulve pour une zone de passage, pour une zone de... Voilà, pour une zone de passage, un petit repli anatomique qui ne sert à rien, quoi. C'était une parole extrêmement patriarcale et ça maintenait les femmes dans une ignorance de leur corps puisque la vulve est l'élément à 70-80% du plaisir des femmes. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Qu'est-ce qu'on nous fait là avec ça? Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'ai toute une série de mon travail qui, pour ne pas aborder directement le dessin, le schéma que je laisse à d'autres, mais je trouvais qu'en tant que gynécologue, c'était pas correct de dessiner des vraies vulves, entre guillemets. Donc je me suis emparée, je ne sais pas s'il y en a là, d'un schéma, non il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous connaissez la navette à Marseille, le gâteau marseillais, la navette, voilà, qui est un bateau qui a amené les Vierges en Provence, mais en fait de bateau, il a exactement la forme d'une vulve. Et puis là, en tant que gynéco, voilà, il y a un rond comme ça, un arrondi, un rond en bas, voilà, il est symétrique, avec une fente au milieu. En fait, de bateau, c'est pas trop un bateau. Donc, là aussi, je me suis penchée sur l'histoire. Bon, c'est assez long et vous pourrez trouver ces détails dans divers supports. Et donc, j'ai commencé à faire un travail, je les ai appelées les navettes, il y a une quinzaine de navettes, elles sont exposées en ce moment. Puis après, naturellement, je passais au sang et tout ce qui touche à la maternité, surtout raté, je dirais, hein, parce que dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup de maternité, mère, enfant, pardon, je vous tourne le dos complètement, Marie, Jésus, etc. Et donc, ça, je trouve, c'est surreprésenté. Enfin, il y a des choses à dire, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi tous les ratés de la procréation, les fausses couches, les IVG, les morts in utero, et puis surtout l'effet sur les femmes, comment les femmes arrivent à garder leur... on s'éloigne de la broderie. Leur santé mentale, on s'en rapproche. La broderie étant quand même, je suis d'accord avec Virginie, quelque chose d'extrêmement méditatif, d'extrêmement posé. On s'est confié tout à l'heure que nous étions extrêmement maladroites toutes les deux.
je ne sais pas qu'elle aussi. Moi, je ne passe pas un jour sans que je casse quelque chose ou que je renverse quelque chose. Je suis gauchère en plus, donc ça ne arrange pas le système. Et j'ai une passion pour travailler mes mains. Mon compagnon se demande toujours pourquoi. Et j'adore ça. Et manifestement, j'ai trouvé quelqu'un qui est comme moi. Et donc, pour vous parler de la broderie, j'y suis venue, on va dire, naturellement. J'ai fait des objets, j'ai cousu, j'ai assemblé ce que j'avais, des dentelles. Alors moi, je récupère des draps anciens, on m'en donne. Je récupère des mouchoirs anciens, dentelés si possible. Des faux cols, des cols comme ça, des rajouts de colle. J'ai beaucoup de matériaux anciens. J'ai moins de chance avec les fils, parce que j'en ai acheté pas mal, mais ils ne tiennent pas le coup. Les vieux fils, ils se cassent quand on les brode. Un conseil, si vous achetez en brocante, vous faites ça, vous essayez, et s'ils se cassent, vous n'achetez pas. Et donc, la broderie est venue naturellement en même temps que le façonnage d'objets, par diverses manières. Le tricot, je ne sais pas crocheter, mais le tricot, enfin, ce que je savais faire, j'ai fait. Et donc, à la fois, je fabrique des objets, à la fois, je brode. J'avoue que j'ai énormément de plaisir à broder. C'est un plaisir terrible. C'est même un peu coupable, je trouve. Est-ce que tu peux nous parler du col? Oui. Alors, le col, vous en verrez un autre sur mon petit tableau d'affichage. Là, j'ai pris 5 cols. J'en ai encore des vierges à broder, mais pour l'instant, et j'ai joué sur l'idée de col de l'utérus, col de chemise, col de l'utérus, et j'ai décliné la question des diverses étapes des pathologies du cancer du col en réalité. Donc celui-là, c'est le papillomavirus, parce qu'en tant que gynéco, on a tous eu, docteur, est-ce que je l'ai toujours, mon papillon à virus, ce qui nous a tous fait rire, mais on fait tous pareil ailleurs, hein. Dans d'autres domaines, on fait des erreurs aussi, on n'a pas bien entendu. Donc il ne s'agit pas d'un papillon à virus, mais d'un papillomavirus. Et donc j'en ai fait un papillon, et puis qui après prend divers aspects. Alors j'ai joué avec de la dentelle, avec des perles, avec des tas de choses comme ça. Et pour qui s'y connaît, qui regarde un col de près pour dépister le cancer du col, ça ressemble vraiment à de la dentelle, ça ressemble vraiment, les orifices cernés, c'est de la dentelle anglaise. Enfin, il y a des corrélations absolument formidables entre les matériaux et la réalité du corps. Et donc j'ai fait le dernier qui est sur le panneau d'affichage là-bas, c'est le cancer invasif. Bien sûr, malheureusement, c'est le plus beau. Mais bon, on ne doit plus arriver au cancer du col, bien entendu, maintenant, grâce au frottis, au colpo et tout ça. Après, j'ai fait, pour commenter ces photos-là, il y a celle de gauche, s'appelle Regina. Alors, on la voit peut-être pas très très bien. Le petit arrondi en dessous, c'est, si je retraduis en broderie, la vue qu'on a en échographie quand on fait un diagnostic de sexe féminin d'une petite fille. C'est une petite amande comme ça, fendue, enfin, avec tous les points qui représentent les points d'échographie. Et puis au-dessus, j'ai mis une couronne, parce que j'ai eu une petite fille à ce moment-là qui s'appelle Regina, donc je trouvais que ça nous asseyait un petit peu dans notre position de femme. Ensuite, à côté, c'est quelque chose qui s'appelle 2905 jours. Alors, ça paraît petit, mais c'est grand, hein, ça fait 140 de long et 70 de haut. En fait, il y a tout un endroit qui est blanc et un endroit où il y a des broderies comme ça, un peu circulaires, qui parlent de... J'ai essayé de faire un compte du nombre de jours que les femmes saignent. Et en gros, entre 12 ans et 50 ans, moins 3 grossesses, ça faisait 2905 jours de saignement. Je trouvais que c'était effrayant de saigner autant, quoi. Et c'est très intéressant, cette histoire de sang. Bon, après, on peut se pencher dans les diverses cultures, la purification, tout ça. Moi, ça me passionne. Et à côté, il y a bien sûr une page blanche. Donc la page blanche, c'est la ménopause. Donc je l'ai mis comme ça pour dire que c'était la liberté, que quelque part... Il y a un moment où on ne se lève plus en regardant sur sa chaise si on n'a pas laissé des traces. C'est quand même assez, ça libère quand même. Hein. Et en fait, c'est une page. C'est dommage que ça se termine mal, mais c'est une page de liberté terrible. Les gens qui m'ont dit, c'est aussi les deux côtés du lit. D'un côté, il y a le côté de la femme, le côté de l'homme. Si on veut, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup les interprétations de ce que je fais parce que je trouve ça très riche. Puis ça part de soi, en fait, c'est assez drôle.
Voilà, il y a le col à côté. Et puis au-dessus, voilà, c'est un travail un peu, donc qui sort un peu du sexe féminin, mais qui reste toujours un peu dans la procréation. C'est actuellement exposé à Aix, au musée du pavillon de Vendôme. Ça représente 46 chromosomes. Donc, si vous voulez, c'est des petites bandes de tissu de 2 cm et demi environ, sur certaines 2 mètres, brodées de fil rouge. Tous les fils sont différents, en épaisseur et en teinte. Tous les points sont différents. Il y a des ajouts de dentelle. Alors, tous les points représentent le codage génétique de ces chromosomes, comme si c'était des séquences de gènes. Et les dentelles représentent le phénomène d'épigénétique. Donc, toutes ces choses-là m'inspirent énormément, en fait, parce que quand je lis l'épigénétique, que l'épigénétique, ça ne change pas les gènes, mais ça change l'expression des gènes, qu'on peut être porteur du gène du diabète, mais il ne va s'exprimer que selon les circonstances, si on a un choc ou quoi. Je trouve ça assez extraordinaire, donc j'ai mis de la dentelle pour représenter ce phénomène-là. Et puis il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai à faire et qui me plaisent beaucoup. Donc là, il y a 46 chromosomes. Ça représente, c'est le seul que j'ai quantifié, la seule broderie que j'ai quantifiée, parce que c'est assez facile. Et donc, j'ai plus qu'un fils à Paris avec sa femme et sa petite fille, mais j'ai eu à un moment donné mes 3 enfants à Paris quand même. Donc je fais les allers-retours assez souvent. Je ne vous ai pas dit que j'habite Marseille, peut-être vous l'avez entendu. Oui. Et donc, dans le train, je brode dans le train. Donc, je sais que c'est 3 heures à peu près, 3 heures et quart. Donc, il me faut un aller et un demi-retour pour en faire une de 2 mètres, quoi. Donc, j'ai pu quantifier les heures comme ça. Il y a environ 260 heures de broderie. Voilà, dans celui-là. Autre chose je ne crois pas qu'il y ait d'autres photos. Non, mais il y aura certainement des questions du public. Oui, j'essaie de réfléchir. Oui, sur l'usager, bon, moi je dois avoir un reste un peu économe, voire radin. Donc j'ai du mal à jeter, donc je garde. Je suis un peu, je fais le syndrome de, comment il s'appelle, de Diogène, mais c'est pas loin. Mon atelier il croule un peu, mon compagnon est pareil, donc c'est des fois un peu difficile pour notre entourage, mais on garde tout et je sais exactement quoi aller chercher quand je veux. Je sais que tous mes tissus, la plupart sont blancs, mais je sais que je vais aller chercher celui-là et que c'est celui-là qui ira. Et voilà. Donc finalement, je ne fais pas partie des associations de recyclage et tout ça, mais j'en ai quand même, je crois, l'esprit. C'est une association à toi toute seule. À moi toute seule. Merci Edith. Alors, notre 3e artiste, Sophie. Sophie, toi, tu as 2 casquettes, au moins. J'en ai 2. Ouais. Tu en as 2. Ouais, j'en ai 2. On m'entend bien? Oui, je pense que je parlais pas assez près. Ah là, c'est mieux. Oui, j'ai 2 casquettes. La première, je pense pas qu'on l'illustre là. Si. Il y a Virgo? Ah non. Ah oui, j'allais parler de celle-ci d'abord. Non, mais vas-y. Première casquette, c'est que je suis responsable marketing d'une coopérative citoyenne qui s'appelle VirgoCoop. Je vois que certains connaissent. VirgoCoop, c'est la coopérative citoyenne qui veut transformer le monde textile. Donc très concrètement, si je pars du constat, on en a parlé tout à l'heure avec Pierre, c'est ça? J'ai avec toi, Catherine, bien sûr. On connaît tous les effets super néfastes de la fast fashion. On est tous d'accord qu'il faudrait consommer mieux. En fait, il y a une limite qui est qui est technique, à laquelle se heurtent les marques pour se sourcer localement, c'est qu'il n'y a plus de filière textile en France, en Europe. Quasiment plus. Donc le mouvement VirgoCoop, le collectif de citoyens qui s'est rassemblé sous la coopérative VirgoCoop, notre mission, c'est de refonder les filières textiles disparues. Pour qu'à nouveau, il soit possible de se fournir localement en tissu 100% naturel, français ou européen. On peut peut-être rappeler les chiffres de la production textile mondiale. 65% des textiles mondiaux, c'est du polyester, donc du plastique. Ensuite, il y a le coton, 25%, qui est très délétère aussi, avec les pesticides, l'eau, etc. Et quand on arrive aux fibres naturelles, la laine, qui il y a une quinzaine d'années représentait 10% de la production textile mondiale, en représente aujourd'hui 1%. Et puis le lin, c'est 0,4%. Le chanvre, péniblement, malheureusement, le chanvre textile français avait disparu de nos régions. Là, il revient grâce à des entreprises comme VirgoCoop, mais il y en a d'autres. Il y a la Chambrière de l'Aube,
Enfin, il y en a 2-3 en France, mais ça reste quand même encore des petites surfaces. Je crois que chanvre textile, c'est 170 000 hectares. 20 000 hectares. Ah, 20 000. 20 000, ouais. Les chiffres que tu cites, c'était il y a 100 ans. Ouais, c'est ça. En fait, jusqu'au début du XXe siècle, les 3 quarts de nos vêtements étaient en Ah chanvre. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, on s'habillait en lin, en chanvre, en laine. Et puis, depuis... L'apparition du nylon dans les années 30, Voilà. l'importation massive de coton dans la même période. Exactement. Le coton, c'est un peu avant. Oui, un peu avant, c'est vrai. Mais après, avec la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, etc., on a importé Plan massivement le Marshall. coton américain. Mais c'est surtout la fibre synthétique, le fléau, je pense. Parce que le coton, en réalité... Et artificiel, hein, parce que Ouais, l'acrylique. Parce que le coton, en réalité, si on le cultive dans des zones qui font sens, ça peut être une En Afrique de intéressante. l'Ouest, par exemple. Et en France. Et en France, Il y a des désormais, tests dans le ouais, Gers, désormais dans en la France. Drôme, Enfin, dans le Gers, c'est microscopique. c'est microscopique pour l'instant. En effet. Faut pas crier trop cocorico. Par contre, en Europe, il y a la Grèce. Oui, c'est ça. Et nous, on va sûrement faire des tests aussi chez Virgocop. Enfin, pour l'instant, notre priorité, c'est de relancer la filière de chanvre. Donc, c'est un long combat, en réalité, parce que ça fait, dans le sud de la France, il n'y avait plus d'usine de défibrage du chanvre depuis 100 ans. Donc, on vient d'ouvrir la première usine de défibrage du chanvre il y a quelques mois, qui va permettre aux agriculteurs qui s'y intéressent de cultiver un nouveau chanvre, de le défibrer localement en Occitanie. Il y a 4 filatures en Europe encore capables de transformer cette fibre de chanvre en fil. On les fait travailler, hein, on travaille avec elles en France, en Pologne. Et ensuite, le tissage du chanvre, en fait, on a perdu les savoir-faire et les machines. Donc chez Virgocop, on a racheté un atelier de tissage qu'on a nommé Tissage d'Autan, qui fabrique des étoffes en chanvre, mais aussi en lin, en coton bio et en laine française, exclusivement. Et ces étoffes, on les vend aux marques de mode qui veulent se fournir localement. Donc Saint-James, Atelier du Ferry, on est en discussion avec Veja. Personne de Veja là aujourd'hui. Je les vois à peu près tous les mois pour parler du sujet. Enfin voilà. Ça c'est ma première casquette, c'est Virgocop. Ma deuxième casquette, c'est d'être artiste crochet. Enfin artiste textile, parce qu'aujourd'hui je fais du crochet, mais j'ai envie de faire d'autres choses peut-être. Et là-dessus, donc mon principe, c'est d'emballer des objets plutôt symboliques de force, de mailles en crochet. Parmi ces objets, on voit beaucoup d'objets de sport. Là, c'est quoi? Le casque de moto, la batte et le ballon de basket. Mais je fais aussi d'autres objets symboliques de force et de puissance, comme des revolvers. Pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est là que j'ai fait mon premier revolver. J'ai imaginé faire des montages de Poutine le tenant, je l'ai fait, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas posté sur Instagram, j'ai un peu peur. Mais l'idée est parfois de réagir à des actualités. Mais je ne fais pas que des objets de sport, je fais aussi des objets de... Il y a d'autres objets en fait, qui symbolisent la puissance. Je fais des objets des sacs Vuitton et Chanel par exemple, mais en papier. Voilà. Je n'ai pas les moyens de faire autrement pour l'instant. Mais surtout parce qu'en fait, il y a un marché du sac Chanel en papier. C'est quand même dingue de se dire que la marque est tellement puissante que ça se vend, et ça se vend parfois cher, sur le bon coin. Les sacs de course, tu veux dire? Ouais, les sacs papier Vuitton, Chanel, Guess, Gucci. J'ai commencé aussi à faire des objets de design. Il y a des imitations de Marcel Breuer, qui était un designer des années 50. J'ai une imitation d'un de ses fauteuils que j'ai emballé de crochet. Derrière ça, évidemment, vous voyez qu'il y a un contraste assez fort entre l'objet emballé et la douceur apparente du crochet. Mais je parle pas trop de douceur. Moi, j'aime pas trop parler de douceur en réalité, parce que justement, petit aparté, je me suis mise au crochet. Quand je me suis mise au crochet, on m'a dit « Ah tiens, tu vas faire de la layette, tu vas te faire des vêtements. » Et j'ai vraiment pas voulu faire ça. Et donc la première chose que j'ai faite, c'était d'emballer mon skate de lycéenne, mon grand skate de lycéenne. Et finalement, le crochet et tous ces savoir-faire féminins, je ne veux pas les ranger dans la catégorie douce. Et finalement, en les emballant, en leur permettant d'emballer ce genre d'objet, j'ai plutôt envie que cette douceur apparente accède au pouvoir. C'est plutôt dans ce sens, c'est plutôt un upgrade. C'est bien là où je voulais en venir. Voilà. Et même ce revolver qui en apparence adoucit, en réalité, un revolver bien qu'emballé de crochet peut rester dangereux. Et le tir est toujours possible, seulement peut-être qu'il est peut-être encore plus dangereux parce qu'il a une apparence douce. Et sous couvert de douceur, je crois qu'on peut être très violent en réalité et avoir un impact très, très puissant.
Aurélia, qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 présentations, de ces 3 artistes, très différentes les unes des autres? Moi, je trouve ça super ce que vous faites. Peut-être je peux présenter vite fait les recherches. Donc, moi, je suis rattachée au laboratoire LAP, c'est Laboratoire d'anthropologie politique, et j'ai mené une enquête sur les dimensions réparatrices des processus d'engagement pour la mode. Donc, j'ai fait 4 ans de terrain au sein d'associations de fashion activistes, un incubateur des métiers d'art, de la mode et du design, qui est les ateliers de Paris, et l'atelier aussi d'une designer de mode. J'ai mené aussi des enquêtes, des entretiens, une 60aine d'entretiens. Et voilà, la thèse a duré 7 ans. C'est des recherches assez longues. Et donc les réparations, en fait, je pourrais en parler pendant très très longtemps du coup. J'ai essayé de se concentrer vraiment sur ce qui s'est dit ici. Juste une aparté, moi dans la thèse, je traite les réparations de différentes manières, à différents niveaux politiques. L'idée c'était de comprendre en fait pourquoi le mouvement slow fashion en fait répare, c'est quoi l'intérêt de réparer. Donc il y a différents niveaux politiques, il y a des réparations qui sont dans les sphères dominantes, des réparations qui sont aussi dans les sphères plus activistes, mais aussi des réparations encore plus douces qu'on peut appeler de l'infrapolitique en fait de la mode. Là pour le coup on est plus dans des réparations de résistance, c'est-à-dire que faire réparer, comme le dit Catherine, pour moi c'était une des premières enquêtées à parler d'actes révolutionnaires en réparant, et de parler aussi d'autonomie vestimentaire. C'était intéressant, peut-être t'en parleras après, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça intéressant de parler, pour moi en fait c'est ce que vous faites, c'est aussi issu de traditions en fait de l'histoire de la femme et l'histoire féministe aussi. Parce que la broderie, souvent, on pense que c'est une technique, un travail domestique assez où on est assujetti en fait à un système patriarcal, alors qu'en fait, ça peut être aussi totalement l'inverse. Le fait, par exemple, de broder des mouchoirs, c'est vraiment issu des traditions des suffragettes, parce que les suffragettes, en fait, dans les prisons, elles se passaient des mouchoirs, des messages en brodant des mouchoirs. Et donc du coup c'est assez intéressant de voir que là actuellement avec les crises qu'il y a en ce moment, crise sociale, économique, climatique, on se remet à broder des mouchoirs et à les brandir pour faire passer des messages politiques souvent. Et donc voilà, je ne sais pas si je dévie un peu de ce qu'on dit, mais l'histoire des réparations, c'est aussi l'histoire des femmes. Et je trouve que le panel ici montre bien en fait qu'il y a une tradition féminine et féministe qui revendique ça. Et je trouve ça aussi intéressant de rattacher ces techniques-là à un travail de care. C'est-à-dire que le travail de care, c'est prendre soin des autres, c'est le souci des autres. Généralement, c'est rattaché au travail des infirmières. Mais on peut aussi l'élargir à ce qu'on appelle du care environnementaliste, du care créatif. Et donc j'ai l'impression que vous êtes aussi dans un processus comme ça de prendre soin en fait, de revenir à une forme de travail domestique pour justement critiquer le travail productiviste du système de la mode. Et donc le fait de ralentir, de se poser, de méditer en brodant, en crochetant, c'est aussi une manière de revendiquer le travail de reproduction. Et là on rentre aussi dans les critiques du capitalisme patriarcal, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant et que les fashion activistes, je ne sais pas si vous vous déterminez comme ça, ou en tout cas les personnes qui sont dans des mouvements de slow culture, peuvent revendiquer pleinement parce que c'est vraiment un travail comme ça. Voilà, une critique du système aussi capitaliste et patriarcal. Voilà. Merci. Juste un mot comme ça. Quelle est votre prochaine étape? D'en faire quelque chose aussi de chez ces choses artistiques et engagées, que ça ait une valeur économique, parce que il faut qu'on en vive si on veut que ça dure. Et puis continuer à rester dans cet engagement et en apprendre encore plus pour pouvoir mieux combattre aussi toutes ces choses-là. Alors, moi, mon projet, à part l'atelier de demain, déjà quand même quelque chose, parce que je suis en train de me poser une question, c'est comment je vais pouvoir apprendre à être droitière des points en étant gauchère.
On verra. Je pense qu'il y aura beaucoup de bonne volonté. Non, après, mon futur, c'est de continuer à créer et d'espérer exposer et de pouvoir dire ce que j'ai à dire de cette manière-là, c'est sûr. Voilà. Moi, c'est nos futurs, non? Non, bah, moi, je voudrais trouver de l'argent pour continuer la recherche. C'est tout. Voilà. Moi, pour VirgoCop, trouver de l'argent aussi, on fait une levée de fonds à partir de mai pour financer le développement de notre usine de chambre, l'atelier de tissage et la R&D. Donc sur virgocop.fr, à partir de mai, il y aura des nouveaux outils financiers rémunérateurs. Voilà, on fait une grosse levée de fonds en mai et juin sur virgocop.fr. Moi, sur Révolution France est sociétaire depuis Et 15 voilà, jours, on est très fiers. Et voilà, c'est ça. Et plus nous sommes sociétaires, plus on pourra investir dans la relocalisation textile. Et d'un point de vue personnel, moi, je fais quand même ça aussi beaucoup pour le... j'aimerais bien enseigner un peu plus, parce que ce plaisir qu'on a à créer, j'aimerais bien le diffuser un peu plus largement. Je pense que créer de ses mains, c'est une petite alternative à l'achat, mais on va pas se créer demain tous nos vêtements. Mais je crois que c'est aussi une alternative à la consommation, parce que je pense que beaucoup de gens consomment par ennui. Et finalement, trouver une activité qui nous plaît, qui nous saisit, sur laquelle on peut passer des heures, c'est une vraie alternative au mode de consommation frénétique dans lequel on est engagé. Quand les gens passent leur week-end au centre commercial parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, je pense vraiment que le savoir-faire manuel, c'est une solution pour la consommation, donc je vais enseigner un peu plus. Écoutez, mesdames, merci.